J'ai le plaisir d'accueillir Cécile Roche, que je pense que tout le monde connaît maintenant. Cécile va aborder un sujet qui est Lean Engineering. Elle anime maintenant l'Académie en Lean Engineering que nous avons créée en 2009, qui avait été donc pendant ses premières années animée par Michael et qui est maintenant animée par Cécile, qui a quasiment fait toutes les années, je crois, hein, ou presque. Comment ? Moins une, voilà. Et donc je pense qu'il y a, et en plus, avec l'avantage d'avoir appliqué un certain nombre de choses dans sa propre entreprise. Donc voilà. Merci, bonjour à tous. Alors, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Comme d'habitude, Michael a mis la barre assez haut parce qu'il a expliqué tout à l'heure que l'important, c'était pas de raconter des histoires, mais c'était de faire des choses. Sauf que quand on est comme ça dans une salle de 100 personnes, on va quand même un petit peu raconter des histoires. Alors à la fin, je reviendrai sur qu'est-ce qui marche pas et en quoi ça marche, parce que moi, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse au Lean en ingénierie et ma vision sur le sujet a évidemment beaucoup évolué. On parlait tout à l'heure de tourner en rond. En fait, on ne tourne pas en rond, on fait ça en général. Donc on avance, mais on avance par spirale. Et dans les questions, par exemple, qu'il y a derrière le titre un petit peu de provocation, est-ce que c'est le dernier sujet à la mode ? Il y a toujours la question qu'on me pose, le Lean en ingénierie, mais est-ce que c'est la même chose que du Lean en production ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Et la réponse est oui et oui aux deux. Et on passe son temps à tourner à ça, c'est que oui, en fait, c'est exactement la même chose, mais en fait, non, ça n'a rien à voir. Mais en quoi, déjà, on parle de Lean, je reviens, en quoi c'est la même chose ? Parce que c'est important. Le Lean, d'abord et avant tout, c'est une démarche de compétitivité. C'est vraiment ça l'objectif. On cherche à avoir un avantage compétitif. Et comment est-ce qu'on obtient un avantage compétitif ? D'abord et avant tout, c'est en ayant un bon produit. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment super important. J'ai l'occasion très souvent chez Thales de discuter avec des tas de gens qui parlent de process, d'amélioration, etc. Mais si on n'a pas le bon produit, tout le reste n'est que de la décoration. Donc la première chose qui nous donne un avantage compétitif, c'est d'avoir un bon produit qui va faire que le client revient ce matin. Dans les présentations, on a vu ça tellement bien. Et effectivement, la deuxième chose pour être compétitif, c'est de faire ça dans des conditions qui vont être rentables. C'est la moindre des choses. Et pour ça, c'est bien d'avoir des bons process. Mais de toute façon, aujourd'hui, les process, tout le monde a les mêmes. D'ailleurs, on utilise tous les mêmes consultants, enfin en tout cas dans les grosses boîtes. Ce n'est pas ça qui va probablement faire une différenciation. Ce qui va faire sans doute la différenciation, en plus du fait d'avoir le bon produit, c'est le fait d'être agile. Et c'est quoi l'agilité ? Alors ça aussi, c'est encore un autre mot à la mode. Le fait d'être agile, c'est la capacité à répondre à tout ce qui n'est pas prévu. J'aime beaucoup l'image qu'ont utilisée Christophe et Cyril tout à l'heure, où ils expliquent qu'après quelques années, le brouillard commence à se lever. En fait, le Lean, c'est vraiment apprendre à naviguer dans le brouillard. Et l'agilité, c'est apprendre à naviguer dans le brouillard. Et ça se fait avec les bonnes personnes. Donc en fait, on parle vraiment de création de valeur et de développement des personnes, et les deux choses sont à mettre tout le temps en balance. Et on l'a vu dans toutes les présentations ce matin, également dans les présentations d'hier, je pense. Donc la première des choses, c'est qu'on fait la bonne chose, on fait le bon produit en regardant tout le temps, ce qui va plaire énormément aux clients. Parce qu'un client qui est super content, c'est un client qui va revenir. Donc là, derrière, il y a toute la logique de comprendre la valeur client. Et là, on commence à comprendre quel est le lien avec l'ingénierie. L'ingénierie, c'est ça qui va faire qu'on va faire les bons produits. Et pour ça, on pense qu'il faut développer les gens tout le temps. Le Lean est-il pérenne ? Oui, mais non. Là aussi, on tourne en rond, on en a parlé ce matin. Le Lean est un système d'apprentissage permanent. Est-ce que c'est pérenne ? Si, dès qu'on arrête, ça ne marche plus. Mais c'est ça qui donne l'essence. C'est ça qui donne l'essence de la démarche. Donc faire la bonne chose avec des gens qu'on développe continuellement pour leur apprendre à comprendre qu'est-ce qui est bon pour le client. Et ça, normalement, et ça marche, et ça, on l'a vu dans tous les exemples de PME ce matin, ça aide à avoir de la croissance. Et puis après, une fois qu'on a le bon produit, il faut le faire bien. Et le faire bien, c'est d'abord et avant tout de travailler sur sa qualité. C'est le secret de tout. Il y a plein de questions pour savoir comment on peut démarrer du Lean, quand on ne veut pas parler de Lean, comment on en fait quand même, etc.
Moi, l'expérience que j'en ai, c'est que la première des choses à faire, c'est de commencer par la qualité. On s'occupe des réclamations du client et on s'occupe de satisfaire le client par la qualité. Et puis, il y a un autre sujet qui va permettre... je fais souvent l'image, les électrons, ils bougent tout le temps, mais tant qu'il n'y a pas un courant électrique qui fait circuler et qui les met tous dans l'ordre, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée, mais statiquement. Le flux tiré, c'est ce qui va donner le courant électrique qui va faire que les choses s'orientent dans la bonne direction et que tous les problèmes ils vont sortir dans un certain ordre qui est celui dans lequel il faut les traiter. Donc, tout ça repose encore, et on le redit, sur le développement des gens, puisque ça ne sert à rien de faire sortir des problèmes tout le temps et d'orienter les énergies si on ne s'occupe pas que les gens ils soient dans cette génération d'énergie. Et ça, le résultat qu'on y voit, c'est qu'on réduit nos coûts. Une forte partie de nos coûts, elle est liée dans le fait qu'on refait des trucs ou qu'on fait des trucs qui n'étaient pas exactement ce qu'il fallait faire. Bon, ça c'est joli. Alors là, je suis vraiment dans la série, je vous raconte une belle histoire. Mais parce que c'est bien aussi d'en parler. C'est le monde est VUCA, etc., etc. Bon, le monde, il est de plus en plus rapide, volatile, incertain. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais c'est quoi le lean là-dedans ? Il y a un super bouquin que je vous recommande de lire, qui est le bouquin de M. Alan Ward, qui malheureusement est décédé depuis, mais c'est la Bible pour moi du lean en ingénierie, et qui explique en quoi le lean, c'est apprendre à surfer plutôt que d'essayer d'apprendre à mettre des digues pour contenir les vagues. Et c'est de ça qu'on parle. Alors évidemment, on a tous une image du lean qui est la chasse au gaspillage. C'est quoi les gaspillages en fait? Si on prend une entreprise, c'est quoi le plus gros des gaspillages? Je le dis, je le répète parce que l'enseignement est l'art de la répétition. Le plus gros des gaspillages, c'est de faire un produit qui n'intéresse pas vos clients, ou pas assez, ou qui lui crée plus d'ennuis qu'il ne lui règle de problèmes. C'est ça le plus gros des gaspillages. Tout le reste, déjà, si vous n'avez pas ce qui plaît aux clients, vous n'avez rien. Le deuxième grand gaspillage, c'est quand on invente un produit qui plaît vachement aux clients, mais qu'on ne sait pas faire. Ou pas tout à fait, ou pas bien, ou qu'on ne sait pas installer, ou dont l'utilisation coûte beaucoup plus cher par rapport au coût prévu. Et puis le troisième gaspillage, et je le mets en tout petit, j'ai fait exprès de faire une dégressivité dans la police de caractère, parce que beaucoup de mes patrons aimeraient commencer par celui-là et ne pensent qu'à celui-là, c'est quand le développement du produit ne se passe pas comme c'était prévu. Mais ce que je me tue à expliquer et ce qu'on arrive à montrer, c'est que ça ne sert à rien de faire des super développements de produits de merde. Donc, faites d'abord la bonne chose et après, faites le bien. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui fait qu'on fait des produits qui ne plaisent pas à nos clients ? Ce n'est pas parce qu'on est des méchants ou parce qu'on s'en fout. C'est parce qu'on ne connaît pas assez notre client. On ne connaît pas assez notre client, on ne connaît pas assez nos compétiteurs, on ne connaît pas assez nos marchés. C'était flagrant ce matin de voir comment, en s'intéressant de très près à son client, on voit la satisfaction de passer de 50% à 80%. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable, avec un taux de retour qui est en proportion. Pourquoi on fait des produits qu'on ne sait pas fabriquer ? Parce qu'on ne connaît pas assez nos propres capacités. Parce que l'ingénierie ne cause pas avec la prod, parce qu'on n'a pas d'idée réelle de ce qu'on est capable de faire, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on sait déjà et ce qu'on ne sait pas déjà. Et pourquoi les développements ne se passent pas comme prévu ? Parce que souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on démarre un développement en pensant savoir plein de trucs et développer ça, et on se rend compte qu'à la fin, on s'est complètement gouré. Il y a des trucs qu'on ne savait pas, qu'il a fallu refaire, et en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et quand on voit tout ça, ce qu'on voit, c'est que la clé du lean en ingénierie et la clé de la compétitivité par rapport à nos produits, c'est une question de connaissance. Et non seulement il faut avoir la bonne connaissance au bon moment, mais il faut aussi savoir s'en resservir, parce que combien de fois on voit qu'on réinvente l'eau tiède sur des choses qu'on devrait savoir faire. Donc, la clé du sujet, c'est vraiment une question d'avoir et de développer une connaissance qu'on est capable de réutiliser. Alors, dit comme ça, on est vraiment dans la petite histoire, ça a l'air d'être extrêmement théorique, c'est extrêmement pratique.
La connaissance, c'est savoir ce que veut vraiment le client. La connaissance, c'est savoir ce qu'on sait déjà faire, ce qu'on sait faire un petit peu, et ce que là où on ne doit pas savoir le faire du tout, on n'a jamais testé. La connaissance, c'est savoir qui est capable de faire. La connaissance, c'est connaître nos propres techniques, nos propres limites, savoir ce qu'il faut qu'on développe et ce qu'on sait déjà. C'est de la connaissance, tout ça. Donc on parle de flux, et là on revient au basique du Lean, on parle de flux de connaissances. Donc le Lean en ingénierie, pour moi, c'est développer la connaissance de ceux qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin et d'être capable de la récupérer. Ce qui n'est pas simple, hein, ça n'est pas chose simple parce que moi, j'ai travaillé déjà il y a très longtemps sur des grands projets généreux d'entreprise de base de capitalisation de connaissances. Vous savez, les trucs là, qui sont dans des ordinateurs où personne ne va jamais. Et d'ailleurs, quand par miracle, vous dites, tiens, si j'allais voir dans la base, vous regardez, c'est déjà obsolète. Et si on fait ça, c'est pas parce que, pareil, hein, on est stupide, hein, c'est que c'est compliqué de travailler sur la connaissance. Et c'est pourtant la clé du sujet, la clé de l'ingénieur. Quand j'emploie le mot ingénieur, ne le prenez pas au sens restrictif du terme. Hein. L'ingénieur, c'est les personnes qui travaillent dans l'ingénierie. C'est quoi leur savoir-faire numéro 1? C'est de développer leurs connaissances. Hein. Le Lean en ingénierie, c'est faire autrement les pratiques nécessaires à développer la connaissance. C'est important, j'y reviens parce qu'on en a parlé aussi tout à l'heure, le Lean en ingénierie, c'est pas juste faire un petit peu différemment quelque chose qu'on connaît déjà. C'est des changements profonds. C'est une façon de travailler qui n'est pas du tout la même. Et si on pense, comme je l'ai pensé longtemps, parce que je l'ai fait assez longtemps, qu'on est juste à essayer d'optimiser des processus tels qu'ils existent, de simplifier un peu à droite à gauche, ben, mon expérience, c'est que ça ne marche pas. Ou ça marche une fois, mais ça ne marche pas deux. Et qu'à la fin, on repart de zéro. Non, c'est vraiment faire des choses différemment. D'abord, cette façon de faire différemment, c'est une façon particulière d'utiliser des outils. Alors, là aussi, je sais, on est tout le temps dans le yin et le yang dans le Lean. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le noir et blanc qui font gris, on est dans le noir et blanc qui reste du noir et blanc. Et les deux sont toujours complémentaires. Il y a plein de paradoxes apparents. Le Lean, ce n'est pas des outils, ouais, mais si quand même. C'est-à-dire que les outils du Lean, moi, je les respecte beaucoup. Et on n'essaie pas d'en faire autre chose que ce pourquoi ils ont été conçus. On essaye de les utiliser pourquoi ils ont été conçus. Par contre, on ne prend pas la boîte à outils en disant bah voilà, je tique, je prends ça, 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 ça et ça, et à la fin, je serai Lean. Ça, certainement pas. Les outils et les pratiques du Lean ont tous des objectifs communs. D'abord, ils cherchent à résoudre un problème. Alors, désacralisation du mot problème. Qu'est-ce que c'est qu'un problème? C'est une différence entre ce qu'on voudrait et ce qu'on a. Donc des problèmes, si vous n'en avez pas, c'est que vous ne voulez rien. À partir du moment où on veut quelque chose, ça ne se passe pas comme prévu. Donc un problème, c'est un gap. C'est un gap, et c'est un gap de connaissances, c'est aussi un problème. Donc, on a des outils qui visent à résoudre des problèmes techniques, c'est-à-dire à combler un gap entre ce qu'on voudrait et ce qu'on a. Mais tous les outils du Lean ont un autre objectif, c'est de développer la connaissance de quelqu'un, c'est de développer les gens, c'est d'apprendre quelque chose. Le Lean, c'est un système d'apprentissage. Et puis d'autre part, tous les outils du Lean ont une dimension visuelle qui sert à dire « je rends le problème, donc l'écart, visible ». Et à partir du moment où l'écart est visible, on peut travailler dessus et on peut faire des expériences pour vérifier que ce qu'on fait va dans le sens de régler le problème. Et on le fait de façon itérative. C'est donc quelque chose d'essentiellement dynamique. Ce n'est pas du tout une démarche je fais mon grand plan, je termine le plan, c'est fini, je jette la clé et j'ai réglé le problème. Tous les outils du Lean ont cette façon d'aborder les choses. Je règle un problème technique ou je travaille sur un problème technique et sur le développement des gens. Je le fais en montrant les choses et en testant et en avançant pas à pas. Ça, c'est une façon de faire les choses qui n'est pas la même que d'autres façons de faire les choses. Ça n'est pas la façon de faire les choses qui dit « j'analyse la situation, je sors 150 causes racines, je colle une action en face de chaque cause racine, je lance le plan d'action
et je mesure le nombre d'actions lancées parce que je suis bien infoutu de mesurer les résultats, hein, parce qu'il y en a pour trop longtemps, on n'aura jamais le temps de finir, et de toute façon, à la fin, la situation aura changé. Ça n'est pas du tout la même chose. Les pratiques de l'ingénierie, c'est travailler ensemble. Bon, l'ingénierie, ça ne se fait pas tout seul. Là-dessus, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Mais pour travailler ensemble, on propose une façon différente de faire. Alors, il y a la fameuse OBEA, dont on parle beaucoup, qui est, comme toujours, un faux ami en ligne, enfin, dans mon expérience. C'est-à-dire que, d'un côté, tout le monde adhère à l'OBEA. Enfin, presque tout le monde. C'est vachement sympa, on est ensemble, on met des trucs sur les murs, on discute, tout va bien, c'est super. Et puis d'un autre côté, très souvent, on remet sur les murs ce qu'on avait avant dans nos ordinateurs et on ne change pas nos façons de travailler. C'est juste pas terrible. Alors ok, d'accord, les gens sont plus heureux, au moins pendant les premières semaines. Puis après, ils ne viennent plus. Hein. Petit à petit, ils viennent de moins en moins, et puis ça... Voilà. L'OBEA, c'est un outil du Lean qui fonctionne comme les outils du Lean. Je visualise les gaps par rapport à l'endroit où je veux aller et on apprend à travailler ensemble sur ces gaps en développant la connaissance de tout le monde. Et dès qu'on dévie le truc pour dire je mets des indicateurs pour les murs et je lève le doigt dès qu'il y a un truc qui ne va pas parce que je suis en train de contrôler mon système, je suis en train de faire autre chose. C'est bien, c'est utile, mais ce n'est pas ce que cherche à apporter l'OBEA. Le deuxième pratique très importante qu'on a en ingénierie, c'est la planification. Alors, comme disait un général célèbre, les plannings sont totalement inutiles, mais la planification est indispensable. Donc, planifier, c'est important, mais attention, ce qu'on veut, c'est apprendre à naviguer dans le brouillard. Et pour apprendre à naviguer dans le brouillard, si vous faites votre roadmap avec vos jalons, vos trucs, vraisemblablement, ça ne va pas se passer comme prévu. Et là, on tombe dans le syndrome qu'on voit très souvent, enfin, peut-être pas chez vous, mais que moi j'ai pu voir dans plein d'équipes, c'est ah bah oui, on est en retard, mais t'inquiète pas, ça n'a pas d'effet sur le jalon final. Et il y a un mec qui est à temps plein derrière son PC pour reprogrammer les jalons intermédiaires et vérifier comment ça n'a pas d'effet sur le jalon final. C'est un métier. Là, on essaye de proposer une façon de travailler notre planification complètement différente, qui est axé sur la création de connaissances. Alors dit comme ça fait un peu théorique, mais en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de penser notre développement, alors classiquement, on fait la spec, on fait le design, on essaye, on valide, etc., etc., on se dit de façon totalement différente, pour arriver à avoir ce produit à la fin. Et à la fin, on la connaît, la fin, on a des jalons, c'est clair. Quelles sont les décisions d'ingénierie clés qu'il faut prendre tout au cours du développement? Quelles sont les décisions que je dois prendre et quel est le délai au plus tard que je dois tenir pour tenir ces décisions? Et ça, c'est la première discussion collective qu'on a autour du développement d'ingénierie. Et c'est d'une richesse que vous ne pouvez pas imaginer. Par contre, croyez-moi, c'est un changement de mindset total. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la logique de « moi, mon job, c'est de faire ça et ça sera prêt à telle date ». On est dans la logique de « il faut qu'on ait décidé ça à telle date au plus tard, sinon on ne sera pas capable de tenir. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour tenir ça ?» Et c'est là où on introduit, alors j'ai employé le vocabulaire de pull scheduling, c'est-à-dire la notion de planifier dans un mode tiré, c'est-à-dire je vais m'engager à faire ce dont on a besoin, ce dont le suivant a besoin pour tenir la décision. Et on ne pense plus en termes de planifier mes livrables, je dois livrer ça là, je dois faire telle activité comme ça, et moi je dois faire ci, je dois faire ça, mais pour tenir cette décision qui doit être faite à ce moment-là, une décision d'architecture par exemple, quelle est la date au plus tard à laquelle il faut qu'on ait figé l'architecture ? Quelle est la date au plus tard à laquelle il faut que l'architecture physique du bâtiment dans lequel on va mettre notre machine soit définie? Quelle est la date au plus tard à laquelle il faut qu'on ait les dernières données de mesure qui nous permettent d'entrer? Et évidemment, quand on réfléchit comme ça, on voit tout de suite que le planning type, il ne tient plus. Bah ouais, parce qu'il faut rentrer dans le contenu. On ne peut plus faire du planning théorique type. Normalement, pour un truc de cette complexité, l'aspect prend temps, le développement prend temps, machin. Mais ça ne marche juste pas. Parce que, en fait, les décisions qu'on doit prendre sont liées au contenu de ce qu'on fait. Et c'est là où il y a un point on en revient à notre histoire de connaissance. Ce qui est fondamental en ligne, c'est de développer la connaissance des gens aussi de leur métier.
On ne peut pas faire un pool scheduling si on ne sait pas de quoi on parle. Alors qu'un planning traditionnel, si, on y arrive. Ensuite, comment on fait pour apprendre en continu? Alors, il y a vraiment l'idée de former. Mais former, ce n'est pas forcément lancer des campagnes de formation. Parce que les campagnes de formation, on sait ce que ça veut dire. D'abord, une campagne, c'est large spectre, donc on arrose large. Qui va en tirer réellement le bénéfice? Est-ce que la formation est réellement celle qu'on voudrait? Et alors, un des trucs les plus difficiles à faire dans les boîtes, si vous vous intéressez un peu à la formation, c'est l'évaluation de la qualité de la formation. On fait des questionnaires à chaud. Si la personne est un peu sympa et un peu de charisme, super éval à chaud. On fait des évals à froid et là, personne ne répond. Parce qu'un an ou 2 ans après, faire le lien avec la formation qu'on a fait, et on n'en sait jamais rien. Quelle est la qualité de nos formations et quel est le taux de transformation qui va faire que les gens vont passer à l'action. Donc l'idée qu'il y a derrière le fait d'apprendre en continu, c'est toujours d'expérimenter. Et c'est vraiment là où je mets en opposition le try-storming par rapport au brainstorming. C'est bien le brainstorming, mais c'est bien mieux d'essayer. Parce qu'on peut réfléchir et faire des trucs tout seul en salle pendant des années, des mois, des semaines. Tant qu'on n'a pas essayé, on n'a pas appris. Donc, apprendre en continu, ça veut dire que tout le monde est concerné. Et ce n'est pas des experts qui ont la connaissance ou des managers, mais c'est tout le monde amène quelque chose. Et le try-storming, c'est vraiment rentrer dans cette logique de PDCA dont on a parlé plein de fois ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire, le PDCA? Ça veut dire, j'essaye pas tout de faire à la fois, mais chaque fois que je fais un truc, je vérifie si ça marche, et j'avance, et j'avance, et j'avance, et j'avance. Ça, c'est une façon différente de travailler. L'objectif est toujours le même. Dans l'ingénierie, on développe de la connaissance, mais c'est une façon différente de travailler. Une autre pratique vraiment différente, c'est que j'ai insisté sur le fait que c'est important de savoir ce qu'on sait, mais c'est important de savoir ce qu'on ne sait pas. Et dans ce qu'on ne sait pas, c'est important d'identifier ce qu'on saurait faire et ce qu'on ne saurait pas faire. Là, il y a un sujet qui est vraiment fondamental, qu'on appelle le set-base. Alors, set-base concurrent engineering, c'est un sujet complexe et qui couvre plein de choses, mais disons le set-base thinking dans l'absolu, c'est l'idée de se dire, au lieu de faire comme très souvent dans les projets, je décide tard, je commence tard. Alors mes projets, je les commence en retard, parce que les mecs ne sont pas dispo, parce que comme le projet d'avant est en retard, donc ils ne sont pas là, donc on va démarrer en retard. Et là, quand on démarre, on rentre en mode panique. On ne va jamais tenir. Et donc on décide très très vite, on prend très vite des décisions. Il faut y aller, hop, on va faire comme ça. Hop, on développe à fond. Et là, on se rend compte, oups, il faut recommencer. Ça, c'est la vision classique des développements. Et tout ce qui est après le « faut recommencer », c'est tout ce qu'on appelle les écarts. Et c'est là où le développement ne se passe pas comme prévu. L'idée qu'il y a derrière le set-base, c'est qu'on fait l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de décider vite et de dépenser mon argent à la fin, je mets mon argent sur la table au début pour être capable de décider le plus tard possible en fonction de ce que je sais, de ce que je ne sais pas. Et donc, je démarre non pas en me précipitant dans des choix techniques engageants qui vont faire que derrière, je ne vais pas pouvoir changer ou ça va coûter très cher, mais j'analyse au maximum toutes les alternatives possibles et je choisis petit à petit en enlevant les alternatives les plus faibles et non pas en choisissant de base ce qui va être la bonne solution. On a fait des analyses chez Thales sur ce qui crée des écarts importants sur nos développements. Et nos amis en Angleterre ont trouvé un vocable qui est assez rigolo. Ils ont identifié comme une des causes majeures de dépassement ce qu'ils appellent le pet design. En français, c'est mon design chéri. C'est-à-dire le fait que les ingénieurs, quand ils maîtrisent bien une forme de design, ils vont le resservir à toutes les sauces. Parce que celui-là, ils en sont sûrs, ils savent le faire. Et c'est un réflexe. Le set-base va complètement à l'encontre du pet design, puisqu'on dit on ne prend pas de décision avant d'avoir regardé toutes les alternatives. Et dans ces alternatives, on va converger petit à petit vers le meilleur compromis, parce que nos clients veulent toujours des trucs impossibles. Par définition, sinon ils ne nous demanderaient rien.
c'est-à-dire des trucs qui sont a priori contradictoires. C'est ce qu'on appelle les trade-offs. Nous, on fait des satellites. Le satellite idéal, il est léger et très puissant. Si vous faites un tout petit peu d'ingénierie, léger et très puissant, de base, ce n'est pas une réponse simple. Et des trade-offs comme ça dans nos produits, il y en a plein. Comment on va faire d'abord pour identifier ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire? On revient à des outils, alors on appelle ça les trade-off curves. Il y a très très longtemps, pardon, on utilisait les mots, les ABAC. Alors c'est rigolo parce que quand on parle d'ABAC, alors là c'est générationnel. Il y a les plus de 50 qui disent « Ah oui !» Et ceux qui sortent de l'école, ils disent « Non, laisse tomber. Trade-off curves. » Ah, d'accord. Les trade-off curves, ce sont donc les courbes qui vont nous permettre de comprendre où sont nos trade-offs. Et comme d'habitude, il n'y a pas d'aspect mécanique là-dedans, parce que identifier quel est le bon trade-off de votre produit, inutile de vous dire que sur un satellite, il y en a des milliers de trade-offs. Comment on fait pour mettre le doigt sur celui qui est le trade-off majeur qui entraîne l'ensemble des décisions? Parce qu'on s'y connaît un peu en satellite, en fait. Donc, on va sur des courbes représenter nos trade-offs, et puis on va représenter ce que, aujourd'hui, la connaissance qu'on en a nous permet de faire, et on va être capable de dire tout de suite, cette demande du client, elle est du bon côté de la courbe, elle n'est pas du bon côté de la courbe. Dans un cas, on sait faire. Dans l'autre cas, il va falloir innover. Parce qu'on va vouloir faire bouger la courbe, il va falloir innover. Donc, le set base et les trade-offs sont des outils complètement imbriqués, complémentaires, qui servent à construire de la connaissance. Bien entendu, quand vous avez travaillé sur toutes les alternatives, que vous avez fini à la fin pour ce produit-là, pour en choisir une, vous n'avez pas perdu votre temps. Parce que cette connaissance que vous avez acquise en travaillant sur les autres alternatives, vous allez pouvoir la réutiliser. Et ce n'est absolument pas du temps perdu. Par contre, c'est un changement majeur de comportement. Ça consiste à dire, je dépense d'abord pour créer de la connaissance, plutôt que je dépense à la fin pour corriger mes conneries. Dit comme ça, c'est super évident. Quand vous parlez à un chef de projet, ça l'est beaucoup moins. Ça l'est beaucoup moins. Mais pourtant, ça marche. On parle aussi de comprendre la valeur du client. Parce que ça ne sert à rien de développer un produit qui n'est pas le produit qui est celui qu'attend le client. Ça aussi, on a eu tendance longtemps, et j'ai encore eu des discussions il n'y a pas longtemps là-dessus, chez Thales et ailleurs, à confier ça au marketing. On a une équipe marketing qui analyse le besoin du client, qui va vous ramener ça. Est-ce que c'est un sujet de marketing? Absolument. Est-ce que c'est un sujet d'ingénierie? Évidemment. Parce que ce qui a de la valeur pour le client a des conséquences extrêmement lourdes en termes d'ingénierie. Je travaillais l'autre jour dans le cadre de la Lean Academy, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, avec des gens d'une boîte qui fabrique des éclairages pour les chirurgiens. C'est des trucs hyper techniques. Vous passez dessous, ça ne fait pas d'ombre, l'éclairage s'adapte. Enfin, c'est des trucs vraiment fantastiques. Et évidemment, pour commander ça, ils ont une jolie petite tablette dans laquelle on peut régler la lumière, etc. etc. Et puis, il n'y a pas longtemps, le gars du marketing est allé voir des opérations et il s'est aperçu qu'à l'hôpital public, on n'avait pas beaucoup de sous. Donc, la tablette, ils n'avaient pas pu l'installer à l'intérieur. Elle était à l'extérieur de la salle. Donc, inutile de vous dire que le mec, il n'y touchait pas une fois. Par contre, le truc qu'il a touché 20 fois pendant l'opération, c'est la poignée. Et quand il a dit ça à voix haute, il y a les 3 ingénieurs qui étaient au fond de la salle, je les revois qui sont... Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit avant? Comprendre la valeur client est une question d'ingénierie. Ça change complètement la façon dont vous allez concevoir l'ingénierie. Et ça n'est pas en vous le faisant raconter que vous allez pouvoir faire le lien. Donc là aussi, on a des outils. Le Voice of Customer est un outil très simple à utiliser. Vous faites un radar dans lequel vous identifiez les attributs importants pour votre client et sur lequel vous essayez de vous positionner votre produit actuel, votre produit futur, le produit de vos concurrents en fonction du regard client. Dit comme ça, c'est simplissime. Les discussions qui sont engagées par là, et on est toujours dans la même question,
on est dans un système d'apprentissage. Les discussions qui sont faites autour de cet outil pour se mettre d'accord sur les attributs clés de ce produit, pour se mettre d'accord sur les segments du client, pour se mettre d'accord sur le positionnement de notre produit et le positionnement du produit des concurrents, mais vous ne pouvez pas imaginer. C'est extraordinairement riche. À la fin, on fait un radar, c'est la picture de la situation. Est-ce qu'il est juste ? Sûrement pas. Mais comme disait l'autre, il est quand même bien mieux d'être approximativement juste que d'être très très précisément faux. C'est un outil de discussion. Et c'est de la discussion que naissent les idées. Donc après, on a une référence, elle est partagée, elle est commune. Et chaque fois qu'on prend une décision, on peut retourner voir le radar et dire hey, là, est-ce que ça colle avec ce qu'on avait dit ? Non. Alors pourquoi on fait ça ? On résume tout ça dans un document qu'on appelle un concept paper. C'est un document sur une page, on aime beaucoup les documents sur une page, dans lequel on met tous les éléments clés qui vont être l'étoile du Nord de notre développement derrière. Déjà, ça commence par la petite phrase qui va éclairer le développement des gens tout le temps sur ce que doit être le produit. C'est une phrase, et rien que la rédaction de cette phrase, elle vaut la peine. Et c'est déjà le premier moment magique, c'est de se mettre d'accord sur cette phrase. Et là, vous allez voir qu'entre les managers, le marketing, le développement, les discussions sont extrêmement riches. Et puis derrière cette phrase, on synthétise sur ce papier tout ce qu'on identifie comme étant clair vis-à-vis de notre client et tout ce qu'on identifie comme étant pas clair. Parce que très souvent, les discussions sont passionnantes là-dessus. Ça, on sait déjà le faire. Ah non, tu rigoles, c'était pas tout à fait la même chose. Ah si, on l'a fait là, machin. Ah bon, je n'étais pas là. Vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est quoi l'essence de tout ça ? Tous les outils du Lean, c'est pour faire le moteur. Mais un moteur dans lequel on ne met pas d'essence, il ne se passe rien. L'essence, c'est les idées des gens. Et les idées des gens, c'est les discussions qu'on a autour. Autre chose qui est sensiblement différent, c'est cette fameuse pratique de résolution de problèmes. Alors, toujours les problèmes, et en particulier en ingénierie, c'est un mot qui fait peur, donc on essaye de parler de gap. Le problème, c'est les écarts entre ce qu'on voudrait et ce qu'on a. Comment on fait pour résoudre les problèmes ? Alors déjà, on va voir sur le terrain. Bon, là, Christophe et Cyril étaient super clairs là-dessus. Tout ce qu'on vous raconte dans un reporting vous informe beaucoup plus sur le mec qui écrit le reporting que sur la réalité de la situation. D'ailleurs, si vous voulez faire le test, moi je l'ai fait, vous demandez à 3 personnes différentes du même projet que vous enfermez dans 3 salles différentes de vous faire un reporting synthétique avec des smileys et des flèches de tendance, mort de rire. Mort de rire. Pour savoir ce qui se passe, pour comprendre les problèmes, il faut aller voir. Alors, allez voir les clients, quand on parle de valeur client, mais allez voir les équipes. C'est en discutant avec les équipes et en allant voir les équipes. Ce matin, avec la start-up, c'était fantastique. Tout ce qu'ils ont mis en place pour créer cette possibilité d'aller voir, de discuter, de regarder ensemble. C'était vraiment flagrant. Ça, c'est différent. Et ce n'est pas simple parce que les développeurs, ils sont derrière des ordinateurs. Donc, quand vous êtes derrière un ordinateur, vous pouvez faire ce que vous voulez, des trucs géniaux, des trucs que personne n'a jamais inventés, vos courses, vous pouvez tout faire, personne n'y voit rien. La seule façon, c'est d'aller voir. Et aller voir ce que font des gens, on a vu qu'il y a plein d'idées pour le faire. Ce n'est pas forcément comme en production, là, par contre, pour en revenir. Et puis, il y a aller voir pour être au plus près de l'endroit où sont créés les problèmes. Et derrière, il y a toujours ce fameux PDCA. Quand j'ai démarré le Lean il y a très longtemps, je m'étais engueulée avec un certain nombre de gens qui me disaient que le PDCA, c'était pas pareil. Et pour moi, je disais, mais non, on fait des plans d'action, on les mesure, quand on a fini, on regarde et on fait un standard, c'est du PDCA. Non, ça n'a rien à voir. Et il a fallu longtemps pour que je comprenne en quoi c'était différent. Le PDCA, la grosse différence qu'il y a avec les autres, les méthodes traditionnelles de plan d'action, c'est que le point d'entrée du PDCA, c'est « je ne sais pas ». Et si je ne sais pas, je fais des hypothèses et je valide mes hypothèses avant d'aller plus loin. Ce qui est complètement différent d'un état d'esprit qui dit « j'ai tout compris, je sais, je lance un plan d'action ». Ça n'a rien à voir.
On est toujours, et là on revient sur les principes du Lean. Qu'est-ce qu'on fait de façon, on en a parlé plusieurs fois ce matin, le flux tiré lissé. Le flux tiré lissé, c'est ce qui nous met l'électricité, qui va faire que tous nos électrons, là, ils vont s'agiter dans le bon sens et aller dans la bonne direction. C'est ça le flux tiré lissé. Le flux tiré lissé en ingénierie, ça veut dire quoi ? Je ne vais pas mettre une boîte de lissage et un petit train, c'est complètement différent. Le flux tiré lissé, ça veut dire déjà que je vais penser cadencement de mes activités. C'est-à-dire que je vais réfléchir à la façon dont je peux systématiquement ramener du rythme et du cadencement dans mes activités. Alors, on retrouve ça dans les principes de l'agile. Hein, le fait de faire des sprints, c'est un cadencement, mais on peut ramener ça à tous les niveaux. Comment je cadence systématiquement mes activités, parce que c'est le seul moyen de les lisser d'une part, et d'autre part, de pouvoir travailler dans une logique tirée, c'est-à-dire je vais faire maintenant ce qui est nécessaire au prochain pour qu'ensemble on soit capable de prendre la décision, et non pas je fais ce que j'ai à faire et ça va être bien fait, ce qui est complètement différent. Donc pour ça, on travaille sur cette logique de tirer, c'est je réfléchis à ce dont j'ai besoin et ce dont le suivant a besoin, et de cadence, c'est-à-dire que je viens voir régulièrement et je découpe mon activité avec un cadencement régulier. Quand on a l'habitude, ça c'est un changement majeur, on a l'habitude de faire des gros systèmes, des grands plans d'action, des grands projets, on attaque avec ça des gros problèmes. Quand on veut descendre sur des problèmes beaucoup plus petits, qui sont là où se passe la vraie vie, qu'est-ce qui fait la différence entre 52% de qualité de satisfaction et 82%? Ce n'est pas les gros problèmes, hein. Ce n'est pas en changeant le système d'information ou en faisant des trucs de cet ordre-là. C'est en s'occupant des tout petits problèmes. Ceux que semaine après semaine, on découvre par le client. La seule façon de voir des petits problèmes, c'est d'échantillonner plus fin. Donc, le cadencement, ce n'est pas une accélération de l'activité pour travailler plus vite, c'est une accélération de l'horloge qui va nous permettre d'échantillonner de plus en plus fin pour être capable d'aborder des problèmes de plus en plus petits. Ça, c'est un changement majeur. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses dans une ingénierie traditionnelle. Et puis on arrive au fameux sujet qui est de cette connaissance, qu'est-ce qu'on en fait et comment on la partage, qui est un des sujets les plus compliqués parce que, j'y reviens, il y a nos fameuses bases de données de capitalisation qui ne marchent pas. Enfin, perso, j'en ai jamais vu une marcher réellement. Comment on crée de la capitalisation? Alors, c'est un peu toujours pareil, en ligne, le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire au lieu d'essayer tout de suite de faire une base de données de connaissances à l'échelle de l'entreprise dans laquelle on met tout, si on se demandait déjà comment, à l'échelle du projet, on est capable de partager la connaissance et d'échanger entre nous et de la capturer. Donc on utilise des outils très très simples. J'en reviens sur mes fameuses trade-off curves, parce que le fait de dessiner nos abacs et de savoir où on est dessus, c'est une façon très simple et très facile à partager de capitaliser notre connaissance. Et ça, c'est très facilement réutilisable. Mais on utilise aussi ce qu'on appelle des knowledge briefs, qui sont toujours un format sur une seule feuille, où on résume la connaissance et on s'en sert pour partager avec les gens, pour se la présenter, et on capitalise dessus. Le format A3 a cet avantage, c'est qu'il est assez grand pour être précis et assez petit pour obliger à aller à l'essentiel. Donc en fait, pour résumer tout ça, le Lean, c'est vraiment la satisfaction du client parce qu'on améliore la performance de notre produit. Et on améliore la performance de notre produit parce qu'on crée en permanence de l'amélioration. Et ça marche. Donc ça y est, j'ai fini de vous raconter mon histoire. Maintenant, je vais vous raconter ce qui se passe pour de vrai, puisque la vraie question, c'est de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça, c'est un gros programme chez nous qui représente 250 à 300 personnes. Donc c'est une belle équipe. Ils ont commencé de mettre en place un certain nombre de ces pratiques, pas toutes, mais un certain nombre de ces pratiques, et surtout de faire évoluer les mentalités et de travailler avec le management. Ça a pris 2 ans. Aujourd'hui, alors SOC B, SOC C, ça ne vous dit rien, mais c'est 2 grosses releases importantes de logiciels. On a gagné 14% de productivité en travaillant sur ces sujets-là. Le nombre de PR injectés, c'est-à-dire le nombre d'erreurs qui a été injecté sur les nouveaux développements, a été divisé par 2. Et en termes financiers, on est arrivé à un gain de 11%. C'est important de mesurer tout ça parce que ça montre que ça marche. Et c'est ce qui marche qu'il faut continuer.
Mais on a travaillé à l'échelle des personnes, sur le développement de leurs connaissances, sur la compréhension du client. C'est comme ça qu'on l'a abordé. Et on n'a pas abordé en disant « maintenant, il faut gagner 15% de productivité ». Ce n'est pas du tout comme ça qu'on l'a abordé. Là, j'ai plein de témoignages. Alors, une des choses qui a le plus révolutionné les choses, c'est cette histoire de pool scheduling. Ça, je peux vous dire que c'est la pratique dont j'ai au moins 4 ou 5 personnes qui sont venues me voir en me disant « ça nous a changé la vie ». C'est quand même quelque chose quand on vous dit telle pratique que vous avez amenée, ça nous a changé la vie. C'est-à-dire, premièrement, penser en termes de décision et non plus d'activité à faire, et penser en termes de quoi a besoin le suivant plutôt que qu'est-ce que je dois faire, ça change complètement les choses. Ce n'est pas la pratique la plus facile à mettre en œuvre, mais on a des témoignages ici qui sont vraiment des témoignages de gens qui disent c'est un changement complet, c'est complètement différent et vraiment ça nous change la vie dans nos projets. Là, c'est plutôt un exemple où on a travaillé sur du set base, c'est-à-dire que c'est une de nos entités qui développe, dans ce cas-là, c'est un produit, ce sont des jumelles à vision nocturne, et ils devaient sortir une nouvelle version. Ils ont travaillé sur du set base en travaillant sur tout un tas d'alternatives et en avançant là-dessus. Et ils ont réussi à sortir dans un temps 7 ou 8 fois inférieur à ce qu'on fait d'habitude, un produit qui est beaucoup moins cher, mais beaucoup moins cher. Ils étaient épatés. Il y en a qui nous ont dit, en travaillant 3 jours ensemble, on en a appris plus qu'à 20 ans à traîner dans les couloirs. Je cite. 30% de gains sur le coût récurrent produit ont été atteints en 3 mois de travail. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà, je ne vous ai pas mis plus d'exemples parce que chez Thales, on est une boîte un petit peu pas très partageur. Un petit peu secret, un petit peu. Mais on en a un certain nombre d'autres. Et le gros changement qu'on a, c'est vraiment depuis qu'on travaille sur cette idée que ce qu'on cherche à faire, c'est générer de la connaissance. Ça change complètement la façon de prendre les choses. C'est un éclairage radicalement différent. On ne parle plus d'améliorer les processus, on ne parle plus de former les gens, on parle de quelle est la connaissance dont on a besoin, quand et comment on fait pour l'acquérir le plus vite possible. Voilà. Alors tout d'abord, merci pour votre présentation, très enrichissante. J'ai beaucoup de questions, je ne vais pas toutes les poser, mais en tout cas deux qui m'intéressent. La première, c'est que dans les entreprises, que ce soit dans les grands groupes ou des PME, souvent on a au niveau de la direction des directeurs de programme ou des directeurs de business qui disent on fait une belle roadmap à 3 ans à laquelle on doit sortir un produit pour le client qu'on ne tient jamais. Donc je voulais savoir comment est-ce que vous avez abordé ce point-là au niveau de Thales ou au niveau des différentes entreprises que vous avez pu voir ou accompagner. Et la deuxième, alors je vais peut-être me faire taper dessus, mais quelle est la différence entre un rétro-planning et le pool, comment vous avez dit, pool scheduling? Alors je vais commencer par la première. C'est vous qui avez posé la question tout à l'heure en plénière aussi, non, sur comment convaincre... Non. Ah non, c'est pas vous. Non. Alors, moi, je travaille chez Thales. Ça fait 65 000 personnes et tout un paquet de patrons, parce que vous imaginez bien qu'on ne manque pas de strates. Et je ne les ai pas tous convaincus, vous pensez bien. Donc, j'ai 2 exemples. Un en ingénierie et un en production. C'est là où les démarches se ressemblent. En production, je me souviens très bien d'un patron. Alors moi, ma cible, c'est les patrons intermédiaires. C'est-à-dire, ce n'est pas le top management de Thales. Ils ont autre chose à faire. Ce que je veux, c'est qu'ils ne m'empêchent pas de bosser et que ça devienne une habitude. Et ça marche. Mais moi, je cible des patrons intermédiaires qui ont quand même une représentativité assez importante dans la boîte pour qu'après, quand ils causent, on les écoute. Et un effet, mais pas trop haut pour que, de toute façon, ils sont ailleurs. Il y en a un en particulier, je m'en souviens très bien, la première fois que je suis arrivée sur mon poste et que j'ai commencé d'expliquer un peu ma vision des choses, il m'a laissé 5 minutes, il s'est levé, il a dit « Il y en a marre de ces cons du corporate », je cite. Ils veulent tous nous apprendre le boulot, le lean, je sais ce que c'est, tatati tatata. Bon. Donc là, j'ai replié ma tente, et puis je suis allée avec ses équipes, on a commencé de faire des trucs petit à petit. Et puis un beau jour, il m'a rappelé, 2 ans après. Je ne sais pas quel a été le déclic, mais il m'a dit, j'ai dit des conneries, non, je crois. Tu pourrais venir m'aider?
Je lui dis, tu te souviens que l'armée mexicaine du corporate, tout ça là? Ouais, ça va. Bon, et depuis, on a fait des choses extraordinaires. Il a complètement switché dans sa tête. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, il a switché dans sa tête? L'autre exemple est en ingénierie. Il y a un patron qui est venu me voir. Alors lui, c'est le patron droit devant, une seule tête, le petit doigt sur la couture du pantalon. Et il est venu me voir en me disant, bon, tes histoires de Lean, là, j'ai vu des trucs, j'y crois, moi, je veux y aller sur mon projet. Mais lui, il voulait y aller... On y est allé, on a travaillé avec lui, on a parlé avec ses managers, on a commencé à trouver des sujets intéressants, à prendre des points d'entrée. 2 ans après, il est toujours pareil. Hein. Je n'ai pas la prétention de changer les gens. Hein. Par contre, c'est lui, là, où on annonce des gains comme ça, et c'est lui qui dit, on n'est pas au bout du chemin, ça y est, j'ai compris qu'on est en apprentissage et qu'il faut continuer. Qu'est-ce qui a fait que ces deux-là, qui sont représentatifs, parce que quand eux, ils causent chez Thales, je peux te dire que moi, je ne dis plus rien. Parce que, qu'est-ce qui a fait que ces deux-là ont eu... c'est la persévérance, c'est de trouver la bonne porte d'entrée, c'est de faire le lien avec ses problèmes à lui. Et puis, une fois qu'on a décroché, entre guillemets, la timbale, d'avoir un patron comme ça, qui est à fond, il y en a d'autres qui suivent. Il y en a d'autres qui suivent. Et il n'y a pas de miracle, hein. Là aussi, c'est apprendre à naviguer dans le brouillard. Bon, l'avantage de Thales, c'est que c'est assez grand pour qu'on échantillonne, quoi. Alors, la deuxième question, redis-moi. Ah oui, rétroplanning. Alors, ça n'a juste rien à voir, mais c'est vrai que dit comme ça et présenté rapidement, ça peut laisser penser. La différence essentielle, c'est que, qu'est-ce qui se passe si tu fais un rétroplanning? Un rétroplanning, c'est juste, tu prends la date de fin, et puis tu remontes tes grands jalons traditionnels et tu les mets dans le temps. Puis après, tu avances dans l'autre sens. Et puis au premier truc, on dit « Ah, c'est con, on ne tient pas, mais t'inquiète pas, le dernier jalon, il ne sera pas bougé. Hein » Puis on réajuste le machin dans l'autre sens. Le pool scheduling, tu pars de la fin et tu réfléchis par rapport à cette date contractuelle au moment où tu prends tes décisions. Alors ça, déjà, c'est une différence majeure. Ce n'est pas les guettes. C'est techniquement, en regardant le contenu de ce développement-là, c'est quoi les décisions que je dois prendre? Et d'un développement à l'autre, c'est jamais les mêmes. Première différence. Deuxième différence, après, entre ces grands rendez-vous, on travaille en mode pool. Ça veut dire que pour tenir cette décision, pour être capable de prendre cette décision, j'ai besoin que tu me fasses ça, ça, ça et ça. Tu sais faire? Ouais. La semaine d'après, tu sais toujours faire? Ah non. Ah ben mais mon gars, on ne va pas changer la date. Comment on va faire tous ensemble? Ah ouais, mais tu m'avais dit que tu avais besoin de ça, mais tu es sûr que tu as besoin de tout? Bah écoute, si on regarde bien, peut-être je peux... Bon, d'accord. On fait penser les gens complètement différemment. Et on n'est plus du tout dans la logique poussée. Bah écoute, moi j'ai fait ce que j'ai à faire. Ah bah là c'est impossible, donc je décale de 3 semaines. T'as bien noté? Ok. Ça n'a juste rien à voir. C'est subtil, hein, on est d'accord. Mais on travaille plus sur planifier des activités, mais sur planifier des engagements des personnes par rapport à des décisions qu'on a validées ensemble. Bah, c'est juste pas du tout pareil. On constate dans le développement, je suis ici, dans le développement des logiciels, souvent si on produit un prototype, même une maquette sur papier avec stylo très tôt dans le processus, on apprend beaucoup de choses quand on présente ça au client, parce qu'il y a un énorme gap entre ce qu'on pense le client, comment le client utilise une interface et comment il l'utilise réellement. Pourriez-vous parler un peu de prototypage dans cette démarche et qu'est-ce qui fait un bon prototype pas cher où on apprend beaucoup? Mon bon monsieur, si je le savais, je vous le dirais. Ça dépend, comme dirait l'autre. La semaine dernière, il y a 15 jours, j'étais en Belgique dans une équipe qui développe des ALIM pour les satellites. Et eux, ils m'ont fait voir un truc qui était... Alors, vous allez me dire, c'est peut-être rien, mais moi, j'étais ravie. Ils ont sorti une impression 3D de leur boîtier pour pouvoir tester s'ils allaient mettre 2 cartes électroniques, 3 cartes électroniques, et ils ont travaillé sur plusieurs alternatives. C'était juste génial. C'est une équipe qui ne l'avait jamais fait. C'était un super bon prototype pour eux. Ça dépend tellement. Nous, on a une variété de clients énorme. Donc, entre un client qui nous achète un système de transport et un client qui nous achète un satellite et un client qui nous achète des postes de radio pour mettre dans un avion, vous pensez bien que ce n'est pas les mêmes pratiques, c'est pas les mêmes... Donc je ne peux pas vous répondre dans l'absolu, il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Par contre, à la question, est-ce que c'est bien d'être capable de présenter le plus vite possible au client quelque chose? Ça, oui. La réponse est oui, mais
Ça dépend. Alors, Samir Abrabetti, Maison Chopard. En fait, je pense que la tâche était ardue dans le lean en ingénierie. Est-ce que vous confirmez le 50% qui a été évoqué hier par Pierre Bareilles au niveau des pas managers? là, donc j'ai du mal à confirmer quoi que ce soit. C'était quoi qu'il disait exactement? En fait, au niveau du changement que ça opère, est-ce qu'il y a un certain nombre au niveau de la culture du changement du lean, est-ce qu'on doit passer par justement... les managers qu'il faut sortir? Oui, voilà. C'était ça. Oui. C'est Pierre Bareilles, oui. En fait, est-ce que vous confirmez ce chiffre? J'ai pas les mêmes moyens que lui. Non, mais dans la logique, en fait, dans le déploiement. On dit souvent... comment on dit on manage le changement ou on change les managers. Hein. Oui et non. Alors 50%, non, c'est un petit peu violent. Quoique des fois dans mes rêves, mais non, je plaisante. Ça dépend du temps dont on dispose. Moi, je me rends compte, les 2 patrons dont je vous ai parlé là, qui sont aujourd'hui à fond et qui tirent la démarche au niveau du groupe, c'était vraiment pas sur eux que j'aurais parié le premier jour. Mais vraiment pas. Et aujourd'hui, c'est eux qui tirent le plus. Si j'avais pas attendu les 2 bonnes années, je me serais gourée. Bon, il se trouve que j'ai pas les moyens de virer les mecs, donc ça tombe bien. M'évite de faire des bêtises. Le fait est qu'il y en a qui supportent pas. Mais il y en a qui supportent pas. En fait, il y a 2 ans, là, au Lean Summit, il y avait Jean-Claude Beer, qui est un bon copain qui a une boîte où il fait du Lean à fond, et qui avait expliqué le Lean, c'est une machine à détruire les cons. Alors, c'est un petit peu violent comme explication, mais en fait, ce qu'il dit, c'est que quand on met en place du flux tiré, comme les choses se font de façon complètement différente au niveau des équipes, guidées par le flux tiré, le rôle du manager qui consiste à dire toi tu fais ça, ah oui, alors attends, ce matin c'est fini, on change les priorités, tu changes ça, c'est fini ça. Du coup, le manager, il change de job, il devient un coach, il est là pour apprendre à ses équipes à régler des problèmes et pour les écouter. Il y en a qui n'ont pas envie de changer, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est une question de temps. Exactement, en fait. Ma question, elle n'est pas anodine parce que en fait, dans le déploiement du Lean, tout dépend des collaborateurs que vous avez. Donc la formation, le temps de formation ou le temps de coaching ne sera pas le même suivant les personnes. Donc si vous avez, un projet de 6 mois dans lequel vous devez faire quelque chose... Ouais, mais un projet de 6 mois avec combien de mecs? Parce que faire bouger une équipe de 250 personnes, c'est pas la même chose que faire bouger une équipe de 10. Hein. C'est toujours le yin et le yang, tout ça. C'est toujours ça. D'abord, moi, je veux pas faire bouger des projets. Hein. Il y a des projets qui ont envie de s'améliorer et qui décident de bouger. Je dis souvent, pour tracer une ligne droite, il faut 2 points. Donc, j'attends pas que tous les astres soient alignés. Le top management, le middle management, le management de proximité, les équipes, tout le monde d'accord, a envie de changer, d'y aller, a tout compris, on y va. On pourrait attendre un moment. Hein. Donc, non, si on a 2 points sur cette ligne-là, c'est bien. Et en fait, les équipes, c'est toujours le point qui se convertit le plus vite. Pour autant qu'on ne leur fasse pas des conneries dans leurs obéas à les fliquer sur les murs, ils aiment bien, ils sont mieux, ils sont plus heureux. Donc, voilà, par quel part on part pour convertir, ça dépend. Mais c'est ça qui est vachement compliqué dans le Lean, c'est qu'il y a des principes intangibles et en même temps, à chaque fois, on dit ça dépend. Je sais que c'est un peu frustrant, mais je n'ai pas de recette parce que la recette, c'est d'être... Par rapport à tous ces principes que j'ai dit là, c'est de regarder le contenu de vos équipes, le contenu de vos projets et d'avancer en fonction de la vérité, de la réalité. C'est ça qui est compliqué. Oui, Christian Ignace, pareil. Un petit complément peut-être sur la manière dont est calculée la mesure de productivité. Ouh là là, alors là non, je vais juste pas répondre à cette question. Je fais exprès, c'est mon joker, parce qu'en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Tout ce que je peux dire, c'est que ce sont des chiffres qui sont reconnus par mes patrons. Donc en fait, pour moi, ma règle, elle est simple. Quand on travaille en ingénierie sur des projets, on réfléchit toujours en arrivant à la performance qu'on va vouloir améliorer. Et pour moi, ça marche quand le patron signe et dit oui, ça s'est amélioré. Maintenant, comment il l'a calculé? De toute façon, un patron à ce niveau-là, il ne va pas dire que c'est bien si ce n'est pas bien. Donc voilà. Au niveau de l'ingénierie, en production, ce n'est pas pareil. Hein. On a des choses. On parle bien d'ingénierie. Mais en ingénierie, c'est tellement compliqué, c'est tellement différent
voilà, pour moi, si le patron s'engage et dit j'ai gagné ça, c'est un blanc-seing. Enfin, ça vaut, voilà.